Bonsoir et bienvenue dans Ambition présidentielle sur rmiinfo.com. En cette période de pré-campagne pour la présidentielle 2024, nous sommes en action à la rencontre des candidats qui vont nous exprimer leur programme, leur vision, leurs ambitions présidentielles. Bienvenue sur rmiinfo.com. Les citoyens mauritaniens vont exercer leur droit de vote le 29 juin 2024 pour élire le président de la République. À la tête du pays depuis 5 ans, Mohamed Cheikh El Ghazouani a officiellement déposé sa candidature pour un second mandat devant le Conseil constitutionnel. Le paysage politique mauritanien est animé par une dizaine de candidats ayant fait part de leurs ambitions présidentielles. Dans un communiqué publié le 29 avril 2024, plusieurs candidats dénoncent une entrave à la démocratie, accusant ainsi le camp de Ghazouani de manipuler le processus de parrainage. Les défis qui attendent la Mauritanie demeurent nombreux et complexes. La lutte contre la pauvreté persistante, le chômage, les problèmes liés à l'immigration, la corruption et ses conséquences dévastatrices, ainsi que la nécessité de renforcer les services sociaux et les infrastructures constituent autant de priorités pressantes pour le prochain président. Par ailleurs, la gestion judicieuse des ressources telles que le gaz, l'hydrogène, le secteur de la pêche, de l'agriculture et le tourisme représentent un enjeu crucial pour l'avenir économique du pays. Noureddine Mohamedou est sans doute le plus jeune candidat déclaré. À 44 ans, ce professeur est à la tête du parti En Avant la Mauritanie. Le parti n'est toujours pas reconnu, mais il ne faut cependant pas minimiser son aura. Noureddine Mohamedou propose pas moins de 1000 réformes pour en finir définitivement avec la mauvaise gestion et inscrire la Mauritanie dans la modernité. Noureddine Mohamedou nous fait part ce soir de son ambition présidentielle. Noureddine Mohamedou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de répondre à nos questions. La première question que j'ai envie de vous poser, jusqu'à récemment, votre parti n'était pas encore reconnu. Pourquoi vous avez décidé d'aller aux élections présidentielles? Merci beaucoup. Mon parti n'est toujours pas reconnu parce que, comme vous le savez, le ministère de l'Intérieur ou le régime mauritanien actuel refuse d'appliquer une disposition de la Constitution qui est celle de la pluralité partisane. Donc, il viole incessamment l'article 12 de la loi qui autorise les partis politiques et donc il ne légalise pas de partis politiques tout simplement, piétinant ainsi un principe caractérisant la démocratie actuelle de la Mauritanie. Oh. Donc le parti n'est pas reconnu et pourtant on continue à travailler. Ok, c'est de la tolérance ou vous pensez subir ce que beaucoup d'autres partis subissent également, à savoir en tout cas beaucoup de mouvances qui veulent se mouvoir en parti politique. Exactement, nous subissons la même chose, il y a des dizaines de partis qui subissent ça dans une anomalie démocratique inédite d'ailleurs dans la sous-région et même dans le monde. Au Sénégal, vous avez plus de 300 partis politiques, au Maroc, en France, vous en avez plus de 80, au Maroc, je sais pas, il y a des dizaines de partis, et en Tunisie, vous en avez plus de 200, etc. Donc c'est une anomalie mauritanienne parmi d'autres. Ok, venons-en à la tendance de la jeunesse qui arrive au pouvoir. Vous n'êtes pas sans savoir et sans voir ce qui vient de se passer récemment au Sénégal, pas seulement au Sénégal, mais en Europe. Je rappelle également que le président français est assez jeune, même s'il y a des présidents qui ont été plus jeunes que lui. Et vous, est-ce que vous pensez que cette tendance, vous êtes plutôt favorable à vous, Noureddine Mohamedou? Naturellement, elle n'est pas favorable qu'à moi-même, elle est favorable à ma génération en général. Comme Macron que vous avez cité, il a été élu en France avant la quarantaine. Ouais. Bassirou du Sénégal, que je félicite d'ailleurs au passage, il n'a que 7 jours de plus que moi. Donc je suis né le jour de son baptême. Et il est lui-même plus trop jeune, on a 44 ans. Et donc le fait de continuer d'appeler des gens de 44 ans des jeunes, ça montre même qu'il y a un problème sociologique, quoi, dans notre pays. À la limite, avant 40 ans, on peut dire jeune, mais après, on est un homme, quoi, un homme même presque mature. Donc, mais malheureusement, mûr, pardon. Mais à cause du fait qu'on a tellement marginalisé la jeunesse, on l'a tellement écrasée, on a essayé de la retarder, je dirais même, jusqu'à ce que aujourd'hui, on saute de joie quand on voit Bassirou qui a 44 ans. Dire voilà, il y a un jeune qui dit non, Bassirou c'est un jeune entre guillemets, mais c'est un homme, quoi. Okay. Après l'âge, passons aux choses sérieuses. Noureddine Mohamedou, quel programme vous proposez aux Mauritaniens? Je propose aux Mauritaniens un changement radical constitué d'une batterie de réformes d'environ 700 réformes. 700 réformes, c'est énorme. Plus 300 suppressions, ça fait 1000.
réformes en réalité. Donc, cette 100 réformes, dont la réorganisation de l'organigramme ministériel, en réduisant le nombre de ministères en Mauritanie, qui passera, si jamais je passe, ou dans une coalition éventuellement, ou que je passe même comme Bachirou est passé au Sénégal, ça peut arriver, si jamais. Donc, réduire le nombre de ministères de 28 à un nombre entre 15 et 19, avec un certain nombre de ministères de souveraineté, et fusionner quelques institutions mauritaniennes, il y en a 155, fusionner par exemple le CNAS, la CNAM et la CNSS, fusionner quelques ministères, notamment d'éducation nationale comme avant, se concentrer sur les métiers, sur le cœur du métier, éviter les chevauchements comme celui de chevauchement entre le Conseil des droits de l'homme et la Commission des droits de l'homme et l'outil contre la torture. Tout ça, c'est une multiplication d'instituts. C'est une multiplication d'instituts que nous pensons être une clochardisation, excusez les termes, carrément. des postes et pour les distribuer, pour les utiliser à des fins politiques, ce qui est complètement en dehors de la fin initiale. Donc, c'est pour pouvoir nommer des gens, pour se maintenir au pouvoir. L'objectif de ceux qui nous dirigent, c'est de se maintenir au pouvoir au détriment de l'avenir de notre pays. C'est-à-dire offrir des postes qui leur appartiennent pas, les offrir à des amis, parce que le nombre de postes est inférieur au nombre de gens qui applaudissent. Allons plus loin. Si vous réduisez ces postes, je suppose que c'est pour faire des économies. Vers où vont aller ces économies? Premièrement, moi personnellement, j'ai écrit un article en 2019 qui est bien réfléchi parce que je suis DRH aussi, en plus du fait que je sois maître de conférence à l'université enseignant utilisation. En politique, oui. Et en politique, donc j'ai pensé à mettre, avec mes amis du Parti mauritanien en avant, nous pensons à mettre à plat totalement la grille salariale mauritanienne publique. On a publié un article qui est bien étayé. Donc, nous pensons qu'il faut financer une augmentation drastique des salaires des instituteurs et des militaires et des médecins, enfin, le secteur des services essentiels. Et pour financer ça, il nous faut 250 milliards anciens au GIA. Pour ça, nous allons bénéficier directement des suppressions de ces institutions qui engloutissent annuellement des budgets colossaux. Nous pensons par exemple aussi à fusionner quelques médias dont l'inutilité est démontrée, comme la radio mauritanienne, la télévision qui engloutit 3 milliards avec 2000 employés, dont 400 seulement travaillent. Donc on a plein d'exemples comme celui-là. Nous pensons à des suppressions massives de double emploi pour embaucher les jeunes et pour augmenter la fonction publique, le nombre de fonctionnaires publics qui sont à 50, alors que au Sénégal, ils avoisinent les 200 000 et au Maroc, ils avoisinent 1 million. Et ils sont on est moins peuplé. Au prorata, on est moins peuplé, mais le prorata lui-même est très mauvais. Est très mauvais pour nous. Quand vous dites, voilà, augmenter les salaires, permettre en tout cas aux médecins, aux enseignants et autres, en tout cas, à corps de l'État, de vivre dignement, quid des personnes qui ne travaillent pas, quid des personnes qui sont, dans le privé? Oui, nous pensons qu'il faut un pôle emploi digne de ce nom. Je ne pense pas au copier-coller de la France et d'autres pays que nous connaissons. Ouais. Je pense qu'il faut un effort intellectuel, une politique de l'emploi, mais une politique de l'emploi qui est très précise, très cartésienne, qui finance les vrais chercheurs d'emploi et qui identifie ceux qui ne cherchent pas d'emploi. Alors, ceux qui ne cherchent pas d'espoir, qu'est-ce qu'il faut-il en faire? Ceux qui cherchent pas? Ceux qui ne cherchent pas d'emploi. Vous avez dit ceux qui financent ceux qui cherchent d'emploi. Nous pensons à une grande poussée de transparence, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se déclarent dans ce cas-là, ceux qui doivent avoir des patrimoines. On peut pas, ça tombe pas du ciel, l'argent. Donc, soit on le gagne en le produisant, soit on le possède, il faut le déclarer, il y aura des impôts. Donc je pense que l'employé mauritanien, il doit être identifié. Il ne doit pas y avoir des zones d'ombre dans la masse salariale mauritanienne, qu'elle soit privée ou publique. Il y a un grand dysfonctionnement, il y a une pagaille énorme, excusez-moi le terme, dans le secteur public qui vient directement du secteur privé. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même un chantier plus que colossal? Le dire comme ça, c'est un peu facile, mais la réalité est tout autre quand on sait que certains, compatriotes contestent même l'état civil, certains compatriotes contestent même la véracité ou en tout cas l'efficacité de ces choses. De penser à mettre en place quelque chose qui correspondrait en tout cas à un service emploi dans un pays où beaucoup de gens sont sans emploi. Est-ce que c'est cartésien comme vous venez d'utiliser le terme tout à l'heure? Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui croient à ce qu'on appelle les systèmes incrémentaux. Quelque chose qui est incrémental. Créer un noyau qui est bon et continuer à rajouter des couches. Je suis informaticien de formation. Donc, créer une petite application qui est bonne, qui est solide et stable et continuer à rajouter des modules. Voilà. Et après, continuer de façon incrémentale. Donc, je pense que c'est pas colossal dans la mesure où on peut créer un noyau qui est robuste, un système d'employabilité qui fonctionne bien et de le faire évoluer de façon évolutive, de le faire évoluer de façon progressive mais assurée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que
l'état civil ne fonctionne pas très bien, il est contesté en partie, parce que c'est lié de toute façon. On ne peut pas faire fonctionner, il y a des secteurs qui ne peuvent pas fonctionner sans d'autres. C'est lié, il y a un écosystème en réalité. Mais bon, on peut améliorer les tout de façon incrémentale. Donc il n'y a pas d'incohérence. C'est très consistant comme système. Alors, vous avez été candidat aux élections législatives sans gagner votre siège. Vous avez critiqué la transparence de ces élections. Pensez-vous qu'il y a eu des changements depuis? Je n'ai pas critiqué la transparence, j'ai dit qu'elle n'existe pas. Donc, elle n'existe pas pour être critiquée, c'est pas transparent tout simplement. Il y a une absence totale de la transparence. Et même récemment, le président de la CENI l'a reconnu, avec d'ailleurs un humour un peu déplacé. Sarcastique. Sarcastique si vous voulez, en disant que voilà, non, il n'a pas pris dans les voies, dans les voies des autres, il a piqué dans les voies des voies qui sont perdues. Donc ça, c'était ridicule. Donc ça veut dire qu'il faut annuler les élections. Alors, perdre les élections, ça c'est la question qui revient souvent. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné des élections locales qu'on perd les élections. Bachirou, que vous avez cité au début, il a perdu une municipalité, il est devenu président de la République. Les calculs ne sont pas les mêmes du tout. Ça n'a rien à voir. Moi, on m'a demandé, j'avais pas de parti politique. On a parlé tout à l'heure des partis politiques. Ma question, c'est surtout, est-ce que vous croyez au système aujourd'hui électoral? Je pense qu'il est toujours aussi mauvais. Mais je pense que les mécanismes sont différents et qu'il est plus facile pour nous en tant qu'opposition qui compte et qui travaille depuis quelques semaines, qui collabore depuis quelques semaines pour minimiser, les dégâts, on va dire, travailler ensemble pour bien surveiller les 500 bureaux de vote, pour exiger de la CENI un certain nombre de conditions de la signature des PV. Tant qu'on n'a pas de PV, nos représentants ne sortent pas du bureau, etc. On pense pouvoir minimiser, mais tout en galvanisant un peu la population pour qu'elle vote aussi massivement dans l'autre sens. Surtout la jeunesse qui ne s'inscrit pas et qui le paye très cher par la suite. Alors, le président Ghazouani est appelé par ses soutiens à faire un second mandat, c'est de manière incessante. Comment vous jugez-vous son premier quinquennat? Alors, le fait qu'il soit appelé, ça, ce n'est pas un scoop, parce qu'ils ont toujours appelé celui de rester même au-delà de la rigueur. C'était le cas. C'était le cas. Donc, ce qui me surprendrait, c'est qu'il l'appelle pas à candidater. Je pense qu'ils auraient appelé une statue s'il était là pour recandidater une autre fois. Ça, il n'aurait pas hésité. Son quinquennat est un échec cuisant, un échec historique. Ghazouani a brillé par son immobilisme, a brillé par son incapacité de réformer le pays. Il a été excellent dans le non concret. Donc, ça veut dire que nous avons... Ta'azour, pour vous, c'est pas du concret? Ta'azour, pour moi, c'est une dilapidation des moyens de l'État dans des choses qui n'ont aucun aboutissement concret à l'avenir. C'est une distribution primitive de l'argent. Ça se fait plus. Il y a des pays où ça se faisait il y a 200 ans de faire la queue. Je pense qu'Adavi, il était le dernier à le faire. Il était le dernier à dire aux Libyens, vas-y, faites la queue, je vais vous donner $200. Mais ça, c'est ridicule au niveau pour créer la valeur. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi une distribution des cartes pour acheter des vivres et autre chose. Ça revient au même, parce que ça, c'est greffé à des marchés que l'on donne aux gens qui soutiennent le pouvoir. Donc c'est une machination, c'est un écosystème qui sert aussi à servir le pouvoir, comme je vous ai dit au début, de maintenir le pouvoir à sa place. Vous allez voir, donc, ils ont dit qu'ils ont dépensé, le président du parti au pouvoir a dit qu'ils ont dépensé sur 2 ou 3 ans environ plus de 700 milliards d'ouïas anciens. C'est le double presque du budget d'il y a 2 ans. Alors, pensez-vous que la pauvreté a diminué? Pensez-vous que le pouvoir d'achat est bon grâce à ça? Pensez-vous que les prix qui ont grimpé en partie, parce qu'on coupe par là et on donne par l'autre côté? En réalité, la mendicité a augmenté depuis qu'ils ont distribué, depuis que Ta'azour existe. Je peux vous dire que depuis que Ta'azour existe, la mendicité a progressé. Alors expliquez-moi ces phénomènes, si ce n'est pas la contre-productivité de Ta'azour, la nullité de ses objectifs. Une nullité de ces objectifs. Vous dites, vous vous identifiez en tant qu'opposant, mais l'opposition aujourd'hui, elle est déchirée. Pensez-vous que l'opposition mauritanienne est encore crédible aux yeux des populations? Non, je pense qu'elle est plus globalement, même s'il y a encore des voix. Où est-ce que vous vous situez dans cette opposition qui n'est plus crédible? Dans l'opposition qui existe depuis pas très longtemps et qui est en train de se reconstituer. Elle fait pas partie, elle ne doit pas assumer le fardeau et le passé de l'opposition qui a échoué, qui n'a pas pu, avec tout le respect qu'on doit aux doyens et aux aînés quand même, qui ont sacrifié de leur liberté. Mais c'est pas parce qu'on a sacrifié sa liberté et son temps que l'on a réussi. Donc, ils n'ont pas forcément réussi. Ils ont été dupés ou trompés de façon récurrente par les pouvoirs, par les militaires qui s'emparent du pouvoir régulièrement. Donc, et en tout cas, on peut dire, sans exagérer, que cette opposition que nous respectons quand même quelque part, n'a pas pu obliger ou imposer le changement auquel aspirent beaucoup de Mauritaniens, surtout les jeunes. Donc voilà, nous on se situe pas comme héritage. Nous nous obligeons pas à hériter de cette opposition. Nous pensons qu'il y a une opposition de fait qui est là. Elle s'oppose non pas à un régime particulier, elle s'oppose à une succession de régimes, à même un système dont fait partie l'opposition. Cette opposition qui est en train de se dissoudre,
qui est en train d'éclater, parce qu'en réalité, son déchirement, il est calculé, il est programmé par les pouvoirs en place. Okay. Donc, son déchirement, il est prévu. On en a même parlé déjà. Ok. Vous vous citiez comme comme opposant, alternative. D'autres partis d'opposition également, comme celui de Biram Dahbid, ne sont pas reconnus comme votre parti. Alors, jusqu'à quel niveau vous avez des points communs avec Biram Dahbid? Beaucoup. On a beaucoup de points communs. On a un point de discorde, de divergence, comme tous les pays. Nous les respectons, nous les jugeons à leur juste valeur par rapport à beaucoup de choses, par rapport à leur poids électoral, par rapport à leurs engagements, leur lutte, leur sacrifice de leur liberté. Mais nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de discours, surtout le premier discours sur lequel a été fondée cette mouvance. Donc, je ne vais pas porter des jugements sur la personne parce que c'est pas l'objectif, je pense. Mais il s'agit d'une mouvance quand même qui partage beaucoup de points communs avec nous. Et la preuve, nous sommes en train de discuter depuis quelques semaines avec les représentants de la personne que vous avez citée pour améliorer, pour aller de l'avant, pour travailler ensemble, parce qu'on sait que les points communs, en tout cas, pour tout vous résumer, sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux que les points qui sont les points sur lesquels vous divergez. Ouais. Alors, la classe politique, justement, elle se renouvelle, des figures émergent de temps à autre. Est-ce que vous pensez que c'est juste un effet de mode ou bien c'est vraiment une classe politique qui est en train de dégager, si je peux me permettre ce terme, et que au nouveau jour est en train d'arriver? Je pense que c'est plutôt cette dernière option que j'exprimerai peut-être en disant que la nature a horreur du vide et donc le vide est en train d'arriver parce que les jours et les nuits ne laissent pas les gens vivre au-delà de la normale. Donc il y a des gens malheureusement qui vont partir d'une manière ou d'une autre. C'est la santé qui fait défaut, c'est la décomposition, la déconfiture de certains partis politiques qui n'ont jamais fonctionné en réalité. On a toujours dit qu'il y a des partis politiques qui n'en sont pas. Donc l'aboutissement, voilà, quand la personne ça fait 30 ans qu'elle parle de la démocratie, le parti porte le nom démocratie dans son nom et il n'a pas changé de président depuis 30 ans. Donc il y a un certain nombre de contradictions qui sont avérées. Voilà les résultats aujourd'hui. Avant, on nous reprochait, on disait attention, vous les petits là, les petits nouveaux, il faut pas parler, il faut respecter les aînés, les vieux. Nous, on disait non, on disait juste que ça fonctionne pas. Aujourd'hui, par la force des choses, ça ne fonctionne plus. Et on a vu des partis, je vais pas en citer un, mais il y a des partis qui sont en train d'éclater, ils sont en train de, je sais pas comment dire ça en français. En déliquescence. En déliquescence, très bien, vous avez trouvé le mot. Ils sont en déliquescence, vous pouvez pas dire autre chose. C'est des partis qui arrivent à expiration et qui se forcent à rester dans le marché politique, mais ça marche plus. Alors, dans votre programme, comment est-ce que vous imaginez que la relation que la Mauritanie doit entretenir avec ses voisins immédiats, je pense au Maroc, à l'Algérie, au Sénégal, mais également et au Mali? Je pense que la relation de la Mauritanie avec ses voisins doit dépasser un petit peu le clivage politique interne, vu l'histoire de la Mauritanie récente, un pays récent, à composition culturelle plurielle, multiple, je veux dire, il y a de la diversité en Mauritanie, même si je trouve qu'elle n'est pas énorme. Je dis toujours à mes amis sénégalais, ou même dans des pays que j'ai visités, je dis non, on n'est que 3 ou 4 cultures en réalité. En Inde, il y en a 100. Au Nigeria, il y en a beaucoup. Nous, en réalité, on est très, très, très proches. Donc, c'est pas difficile pour nous, c'est pas vraiment un défi. Mais c'est plutôt c'est l'État qui est très récent. L'État qui est très récent, la République, si vous voulez, l'État-nation qui est très récent, qu'il va falloir renforcer davantage. L'école République, elle est boitante pour ne pas dire qu'elle n'existe pas. Donc, du coup, en fait, c'est nous en interne, on doit faire un travail. Et du coup, je pense qu'on ne doit pas rentrer dans des prises de bec, si vous permettez l'expression, avec les voisins parce qu'on n'a pas encore renforcé la maison à l'intérieur. Donc, on a une frontière énorme avec le Mali, qui est déjà le pays le plus perturbé actuellement, c'est celui qui partage le plus de frontières avec nous. Ouais. Ça, c'est déjà inquiétant. Avec le Sénégal, ça va. Bon, il y a eu des problèmes avant. Avec le Sénégal, il y a une petite frontière. Bon, il y a un fleuve. Ça va plus ou moins bien. Et d'ailleurs, le nouveau président sénégalais, auquel je souhaite la bienvenue, va passer d'ici quelques jours chez nous, naturellement, comme un bon voisin et un frère, comme d'habitude avec tous les autres présidents, malgré les polémiques internes et surtout les polémiques pré-élection, que nous écoutons avec prudence. Mais on ferme les yeux sur certaines choses parce qu'on sait que ça concerne les Sénégalais en interne. Et quant à nos voisins du Nord qui ne s'entendent pas du tout. Alors ça, c'est un grave problème. Le dernier qui a fait un acte concret, c'était Mokhtar Al-Dada qui a invité Hawali Boumediene et Hassan II à venir se présenter tous les deux à Nouadhibou, qui était vraiment presque un village. Mais ça montre la dignité de la Mauritanie de l'époque et ça montre aussi l'envergure de l'ambition qu'avaient les hommes d'État. Je cite pas que Mokhtar Al-Dada, aussi ses amis qui étaient avec lui. Donc, à mon avis, si on était parti bien sur cet élan-là avant l'avortement militaire, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait peut-être réconcilié les deux pays. On aurait pas, malheureusement, on a juste cédé le Sahara, qui d'ailleurs, je vais pas dire des grands mots, mais non, quand vous dites céder, tout de suite, ça met la puce à l'oreille. Je mesure mes mots. Nous avons une position ferme par rapport à ça. Je peux vous dire quelque chose. Ça sera peut-être pas un scoop, mais je suis pas seul à le dire. Nous, au niveau de Mauritanie en avant, et ça peut-être va créer peut-être certaines vagues, nous pensons qu'il est inacceptable que notre capital économique soit plombé par une armée étrangère.
autour d'elle. Ça, on ne peut pas l'accepter. Nous pensons qu'il va falloir, mais il faut des hommes d'État pour ça. Il va Quand vous falloir dites plombé par une armée étrangère, vous pensez quoi? Au Maroc, au Sahara? Je pense aux deux. Je pense à ce conflit qui gangrène le pays. C'est notre capitale. Mais la Mauritanie exporte. La Mauritanie vit sa vie. Oui, mais la Mauritanie, elle a besoin de sa péninsule. Elle a déjà lâché une avant. Donc, nous, j'estime qu'à la base, on en a deux. On a Dakhla et on a Dakhla Nouadhibou. Et là, on veut aussi partager Nouadhibou avec nous. Donc, on n'est pas d'accord avec nos frères du Polisario ou du Sahara et les autres frères du Maroc. On peut discuter avec eux. Mais un jour ou l'autre, si on veut maintenir cette souveraineté, il va falloir réfléchir à ça. Vous pensez que Dakhla doit revenir dans le giron mauritanien? Je pense que ça devrait se rediscuter sur de bonnes bases, oui. Ok, ouais. Entendu. Au moins, c'est une proposition concrète. Comment dire, quels sont les changements profonds, justement, c'était la suite de mes questions, que vous proposez pour la Mauritanie? Ben, beaucoup de choses. Comme je vous ai dit au début, 1000 réformes, dont 300 suppressions et 700 réformes tangibles, concrètes, bien réfléchies et non pas des slogans comme ça. Je vous avais dit comment on va financer les changements, l'augmentation énorme, presque du double de la masse salariale publique mauritanienne. Comment on va recruter davantage. Le premier recruteur, c'est bien l'État mauritanien. Ça doit être l'État. Ça doit être l'État, c'est naturellement c'est pas le privé. Ouais. Non, en réalité, il y a des pays comme le Sénégal où c'est le privé plus, mais la Mauritanie, c'est pas le cas. Il faut pas inverser les tendances, mais il faut augmenter parce qu'en Mauritanie, c'est pas assez. Vous avez 50 000, il y a moins d'1% de Mauritaniens sont fonctionnaires de l'État. Je vais pas augmenter le nombre de fonctionnaires, mais en Algérie, il y a 7%. Donc, il va falloir augmenter énormément. En Mauritanie, il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de carences même par rapport à ces politiques-là. Donc, pour résumer, répondre à votre très bonne question, mais elle est très large, au niveau du projet de parti mauritanien en avant, nous avons travaillé pendant quelques années, et non pas durant les fourries électives. Nous avons réfléchi à 700 idées qui sont basées sur 15 axes. Partant nous avons priorisé, si vous voulez, les réformes. On a commencé nous pensons que la Mauritanie, il faut commencer par réformer le système judiciaire. Tant qu'on ne peut pas rendre justice, on ne peut rien faire. Si on peut pas, toutes les justices, et vous savez qu'il y a des grandes injustices en Mauritanie, j'ai pas envie de les citer toutes, mais je peux. Il y a le passif humanitaire, il y a l'esclavage, et ses séquelles, interminables, ça, ce sont des questions nationales. Et tant qu'elles sont saisies que par les victimes et leurs enfants, je pense que ça marchera pas. Si tout le monde est laissé, si l'État ne prend pas le taureau par les cornes, ça marchera pas. Et voilà. Et vous avez aussi des problèmes d'éducation, on a un problème de langue ici en Mauritanie, on ne sait pas qui doit parler quoi. Justement, je suis obligé de vous poser la question que beaucoup disent, en tout cas beaucoup de jeunes sur les réseaux, certains jeunes sur les réseaux sociaux vous connaissent en disant que vous avez réclamé une fois, comment dire, exigé en tout cas réclamé qu'un hôtel que ce soit mis en français ou autre. Tout à fait. Vous Alors, avez bien raison. que dites-vous sur cette polémique en tout cas qui a fait un peu de vague? Je pense que c'est une caricature qui est exagérée, qui revient caricature de votre personne. Ouais. Alors réduire toute ma lutte. Ouais. Mon travail, même à l'étranger, quand j'étais étudiant avec les enfants des déportés, ma lutte avec mes amis contre l'esclavage, réduire tout ça pour dire non, finalement, c'est un arabisant qui vient. Moi, j'ai étudié toutes mes études en France. Je parle français, je suis plus à l'aise à parler en français avec mes amis non arabophones, non hassanophones, on va dire, ouais. Ou pularophones, ou zinzin. Donc, je suis loin de ça. Pour ceux qui me connaissent pas, ils préfèrent s'accrocher à un post que j'ai fait sur Facebook. Ah, Nourdine, le raciste, il a dit qu'il faut changer le nom de l'hôtel en arabe. Je dis qu'il existe aujourd'hui une loi qui dit que l'arabe c'est la langue officielle. Le français c'est pas la langue officielle, mais il est très parlé. Donc j'ai pas dit qu'il faut pas traduire, j'ai pas dit qu'il faut pas parler wolof ou pula ou sonné. En fait, on se sent agressé parce que j'ai dit que l'arabe, il faut écrire le nom en arabe parce que le pays est un pays arabe, même s'il est africain aussi, même s'il y a des hassanophones, il y a des pularophones, il y a des sonné. Donc j'ai juste dit un poste, il y a un hôtel qui n'a pas respecté le truc. Il a pas, et l'hôtel il l'avait fait d'ailleurs. L'hôtel il est à 2 mètres de nous là. Ouais. Et j'ai rien contre l'hôtel, je connais même pas son propriétaire jusqu'à maintenant. Donc on a préféré capter ça. Je pense que c'est volontaire. Mes étudiants qui sont non hassanophones, d'autres Mauritaniens, des centaines, ils se sont acharnés à me défendre en disant on le connaît sur classe, dans la classe. Pas comme ça, ouais. On sait qu'il n'est pas comme ça, mais il y en a qui veulent pas entendre. Ils veulent dire non, c'est un petit mort blanc qui veut dire des méchancetés. Excusez-moi, je dis les choses de façon carrée. Non, il veut juste dénigrer les autres. Parce que tu as dit que l'autre langue est une langue officielle, ça veut dire que tu veux dénigrer les autres. Mais ça, c'est par opposition. On n'existe pas par opposition. Et j'ai répété plusieurs fois, beaucoup de fois sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien la phrase de Mandela, ou c'est peut-être un Mandela qui l'a repris de quelqu'un d'autre, qui disait, voilà, je suis ce que je suis, en tant que Mauritanien, d'une composante mauritanienne, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Et je ne serais pas ce que je suis sans que nous soyons ce que nous sommes. Donc, nous et nos différences. Nos différences me disent qui je suis. Et je l'ai répété plusieurs fois. Et c'est pas la langue de bois pour que les autres votent pour moi ou pas. C'est la réalité. On peut revenir à mes lives. J'ai déjà dit ça dans des périodes non électives. J'avais dit que ma composition, ma formation de l'école primaire jusqu'au baccalauréat, ce n'est pas les morts qui me l'ont enseigné.
J'ai été formé par des Poulards, des Soninké, des gens qui ont veillé à mon éducation. Donc, c'est ancré en moi. C'est pas parce que c'est la couleur, elle est claire ou elle est plus foncée, mais culturellement, on est composé. Je suis obligé de vous poser la question suivante. Quelle doit être la place des autres langues mauritaniennes qui ne sont pas l'arabe? Elles doivent prendre la place qui leur revient naturellement. Ni C'est-à-dire plus, ni moins. C'est-à-dire qu'en fonction de la proportion de ces cultures en Mauritanie. Je dis bien culture, et je ne parle pas d'ethnie, j'accepte pas ça. Parce que je sais qu'il y a des morts qui parlent Wolof. Moi, j'ai des cousins qui parlent Wolof plus que le Hassani. Alors, on dit quoi? Parce que vous êtes blanc, on va vous compter Wolof ou Soninké. Quand on va même dans des débats très avancés en disant on va faire un recensement ethnique, ça n'a aucun sens. Okay. Il y a des familles qui sont des familles métisses. On fait quoi? Ils parlent parfaitement les deux langues. Il y en a entre toutes les deux à deux, hein, de façon mutuelle. Alors, on fait quoi? Non, ce qu'il nous faut, c'est l'état-nation, c'est l'état de droit qui dit aux gens parlez ce que vous voulez. Moi, mes étudiants, ils parlent Hassani entre eux. Ils parlent Wolof, Soninké, ils mélangent, ils sont contents, ils sont heureux. Ils veulent étudier en français, en anglais. On force rien. Je suis contre, par contre, le fait d'instrumentaliser une langue, même si c'est la langue de la religion, qui est l'arabe, parce qu'il y a quand même un rejet des fois de part des non-hassanophones, parce qu'ils en ont marre qu'on essaye de leur dire, voilà, vous êtes des arabes, vous allez parler arabe. Alors qu'ils aiment l'arabe, ils ont déjà, je sais que dans les villages Soninké de l'époque, des villages poulards de l'époque, de bien avant l'indépendance, les gens correspondaient en poulard avec les lettres arabes. Mais ils le faisaient de façon naturelle. C'est qu'il est sans instrumentaliser. Je suis contre ça. On arrive presque à la fin de cette interview. Vous, président, quelle sera votre première décision, Noureddine? Dissoudre l'Assemblée nationale actuelle, fusionner un certain nombre d'institutions, comme je vous ai dit au début. Je ne vais pas les lister à nouveau. Changer la méthode de nommer les ministres en Mauritanie, c'est-à-dire changer l'organigramme gouvernemental. Faire un serment par ministre, changer la constitution, travailler pour le changement de la constitution, je ne peux pas la changer tout seul, ouais. En fixant un niveau d'un député pour entrer à l'Assemblée nationale. Si on ne peut pas légiférer, si on ne peut pas comprendre une loi, si on ne peut pas la rédiger ou la critiquer, on n'a rien à faire dans l'hémicycle. Donc, faire des changements drastiques de ce genre, mettre à plat immédiatement une loi au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire supprimer la grille salariale mauritanienne en passant par une autre, et etc. J'ai beaucoup de choses à faire un débat national très ouvert qui prend le temps qu'il faut pour décider de la question de la langue. Donc toucher les questions fondamentales, résoudre définitivement et de façon solennelle la question du passif humanitaire. Et c'est pas pour faire de la consommation ou pour faire de la publicité, ça on pourra en parler. L'esclavage, faire un débat national, des journées, des semaines, des mois si vous voulez, pas que ça soit utilisé de part ou d'autre. C'est-à-dire vraiment les questions qui font mal, enlever les tabous de tout, discuter absolument de tout. Et après, on pourra travailler ensemble, on pourra le vivre ensemble, on peut y penser parce que on aura percé tous les abcès. On aura percé tous les abcès, on permettra aux Mauritaniens peut-être de s'exprimer, en tout cas de se reconnaître dans ce qui est proposé. Noureddine Mohamedou, merci beaucoup et je vous souhaite une belle campagne et le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.